Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour cette nouvelle séance de formation du programme Objectif Bourse, consacré aujourd'hui à la fiscalité des investissements boursiers en France. À mes côtés, pour répondre à nos questions sur ce sujet particulièrement technique, j'ai le plaisir d'accueillir Aldo Sicurani, délégué général de la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, la F2IC. Bonjour Aldo. Bonjour Mathias. Alors, je commence tout de suite peut-être par une première question pour vous, Aldo, qui est de savoir ce qu'est votre rôle au sein de la F2IC et peut-être nous dire un mot sur cette fédération. En tant que délégué général, je dirige maintenant depuis un certain temps cette fédération qui a été créée en décembre 1968 avec pour objectif de promouvoir l'éducation financière des épargnants, en les habituant à intervenir sur les marchés financiers par la pratique, en constituant et en participant à un club d'investissement. Puis au fil des années, nous avons élargi notre mandat à l'ensemble des actionnaires individuels qui ont les mêmes préoccupations et le même souci de développer leur épargne à travers ce beau produit qui est l'investissement en bourse. Et donc aujourd'hui, nous intervenons sur l'ensemble des actionnaires, voire même des investisseurs individuels, puisque ça ne vous a pas échappé que F2IC, c'est Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement, parce que l'épargnant, finalement, il investit en bourse, mais en direct, mais aussi à travers des fonds, des produits de bourse, tout un tas de supports qu'il a besoin de connaître. Et vous êtes donc tout à fait logiquement partenaire du projet pédagogique Objectif Bourse, dont ce webinaire fait partie. Alors, notre objectif aujourd'hui avec vous, Aldo, va être de répondre à différentes questions sur la fiscalité de l'investissement boursier. Par exemple, la fiscalité des dividendes, comprendre aussi les grandes règles qui régissent le fonctionnement fiscal pour les plus et moins values de cession. Également, se pencher sur la fiscalité applicable au PEA ou au PEA-PME. Je vous rappelle que la fiscalité des investissements boursiers est un sujet particulièrement technique, qui est relativement complexe et qui peut éventuellement nécessiter l'intervention d'un spécialiste. L'objectif de ce webinaire va être de vous fournir, particulièrement si vous êtes novice pour l'investissement boursier, eh bien, les grandes règles, le cadre général fiscal applicable à l'investissement en bourse. En revanche, votre situation particulière peut nécessiter des échanges avec votre intermédiaire financier ou votre conseiller patrimonial habituel. Je vous rappelle donc que cette séance de formation fait partie du programme Objectif Bourse, un cycle de 12 webinaires pédagogiques consacrés à l'investissement boursier qui a été préparé avec différents partenaires, tous experts de l'investissement en bourse, au premier rang desquels Bourse Direct, le courtier en ligne, la Bourse de Paris évidemment, Euronext, mais également un média financier bien connu qui est BFM Business. Nous avons également la chance d'avoir parmi nos experts des membres de l'École de la Bourse, un institut de formation, et également, comme vous le constatez aujourd'hui, la Fédération des investisseurs individuels et des clubs d'investissement. Je vous rappelle également que ce programme Objectif Bourse a été préparé avec le soutien de l'autorité des marchés financiers. Allez, Aldo, on commence tout de suite donc sur la fiscalité des investissements boursiers et on commence par rappeler le cadre général applicable à la fiscalité des valeurs mobilières. Alors, il faut dire, pour commencer, peut-être pas sans lamenter, mais le regretter, qu'elle s'est considérablement alourdie ces 25 dernières années. Les prélèvements sociaux ont considérablement été augmentés, puis ils ont quasiment été multipliés par 13 depuis la restauration en 1991. Plusieurs abattements ont disparu, on se souvient du seuil de cession, on se souvient des abattements sur les dividendes pour un contribuable ou un couple, qui était de 1 500 pour un contribuable, à peu près 3 000 € pour un couple. Et puis, les plus-values et les revenus ont été réintégrés aux revenus, aux revenus que payent les particuliers chaque année. Donc ça a eu un impact très fort sur le rendement des produits boursiers pour l'investisseur. En revanche, pour pallier cela, il y a eu un certain nombre d'abattements qui ont été instaurés pour des tensions longues. Des enveloppes fiscales ont été créées pour favoriser l'investissement de long terme, comme le plan d'épargne en action dès 1992, qui a été augmenté du plan d'épargne en action pour les PME et les entreprises de taille intermédiaire, le PEA-PME. Et on va en parler tout à l'heure, justement, en fin de présentation. Donc, l'un dans l'autre, finalement, même si cette fiscalité est plus lourde qu'il y a 25 ans,
cet alourdissement a été quand même considérablement atténué, ce qui fait que ça vaut encore la peine d'investir en bourse. Alors, le principe général aujourd'hui de cette fiscalité des investissements boursiers, c'est que finalement, le capital va être imposé comme le travail. Absolument. C'est depuis 2012 que ce principe a été acté. Alors, avec quand même quelques entorses, et la principale, c'est que les prélèvements sociaux sur les revenus du capital et sur les plus-values sont de 15,5%, quand les prélèvements sociaux sur les revenus du travail ne sont que de 8%. En plus de ça, ça ne s'applique heureusement pas à tout le monde, mais le capital peut être imposé dans le cadre de l'impôt de solidarité sur la fortune. Et donc, au bout du compte, l'imposition est plus lourde sur le capital que sur le travail. Mais comme je vous l'ai dit plus tôt, il y a divers abattements qui permettent d'alléger la facture, sensiblement. Et on y reviendra donc tout au long de cette présentation. Alors, on commence tout de suite par rentrer dans le détail, un peu plus de détails sur cette séance de formation consacrée à la fiscalité, avec un point sur la fiscalité des dividendes. Absolument, car il ne faut pas confondre dividende et plus-value. Le dividende, ce n'est pas forcément un droit, les entreprises ne sont pas tenues de le distribuer, mais c'est une part du bénéfice qu'elles réalisent chaque année qui est reversée aux actionnaires. Et donc ce dividende est soumis au barème progressif de l'impôt sur le revenu. Toutefois, comme l'entreprise a déjà payé l'impôt sur les sociétés, on considère qu'on doit octroyer un abattement à celui qui perçoit le dividende pour éviter une double imposition. Et donc, il y a un abattement annuel de 40% sur le dividende, quel que soit le montant du dividende que vous percevez. Il n'y a pas de plafond au-delà duquel cet abattement ne serait pas appliqué. En revanche, l'État perçoit sa dîme en avance, puisqu'il impose un prélèvement obligatoire de 21% l'année au moment du versement du dividende. Ensuite, il va y avoir un ajustement l'année suivante, mais on le verra dans un exemple un peu plus loin. Ce qui est important, c'est que vous pouvez éviter ce prélèvement obligatoire à condition d'avertir votre intermédiaire financier avant le 30 novembre de l'année où vous avez perçu le dividende que votre revenu imposable est inférieur à 50 000 € ou 75 000 € pour un couple. D'accord, donc une possibilité de déroger à ce prélèvement obligatoire au taux de 21%. Alors pour rendre tout cela très concret, vous avez préparé, je crois, Aldo, un exemple. Et vous avez pris donc le cas où Françoise aurait perçu 2 000 € de dividendes en 2015. Donc. Voilà, Françoise a perçu 2 000 € de dividendes, enfin pas exactement, puisque vous allez voir que d'abord l'entreprise qui perçoit les prélèvements sociaux pour le compte de l'État va prendre sur ces 2 000 € 310 €. Si, de surcroît, Françoise a des revenus supérieurs à 50 000 € ou alors elle est mariée et elle a des revenus imposables supérieurs à 75 000 €, l'État va lui prendre également un prélèvement obligatoire de 21%. Donc 2 000 € exactement, moins 420. Donc si on fait le compte des prélèvements sociaux plus du prélèvement obligatoire, il lui reste en 2015 1 270 € net. Donc ça fait un taux de 36,5% au global, quoi. C'est ça. Mais ce n'est pas tout à fait la fin de l'histoire, parce qu'en 2016, elle va déclarer ses revenus pour les perçus au titre de 2015, et là on va réconcilier entre ce qu'elle a effectivement payé en 2015 et ce qu'elle elle devra payer en 2016. Donc on repart à zéro, le montant déclaré c'est 2 000 € de revenus bruts perçus en 2015. Et c'est à ce moment-là, au moment de la déclaration de revenus, qu'on lui impute l'abattement de 40%. D'accord. Donc 2 000 € moins 800 €, c'est
elle doit payer de l'impôt sur le revenu sur 1 200 euros. Bon. J'ai pris, pour les besoins de l'exemple, que son taux marginal d'imposition est de 30%. Donc 1 200 fois 30%, l'impôt qu'elle doit effectivement payer sur ses dividendes, c'est 400 euros. Alors, pour complexifier l'affaire, étant donné que maintenant le revenu du capital est traité comme le revenu du travail, on doit lui rétrocéder la CSG qui est déductible de 5,1%. Donc l'impôt qu'elle doit effectivement payer n'est pas de 400 euros, mais de 329 euros. Or, en 2016, elle a déjà payé 2000, moins les prélèvements sociaux, ça tout le monde les paye, moins 420 euros de prélèvements obligatoires, et comme elle ne doit payer que 329 euros, on lui rembourse 91 euros. Donc au bout du compte, elle va toucher 1 361 euros sur 2 000 euros de dividendes perçus bruts, ce qui fait en gros, elle touche 68% du brut qui était les dividendes qui lui avaient été versés au départ. Après cet exemple, je crois que si certains de nos auditeurs avaient un doute quant à la pertinence de choisir de faire de la thématique de la fiscalité une conférence dédiée du cycle Objectif Bourse, je crois que maintenant, ils ont bien compris effectivement pourquoi nous avions fait ce choix et de l'importance de bien maîtriser ces différents facteurs. Et là, c'est vraiment un cas relativement simple, donc il est très important de bien consulter avant de remplir sa déclaration de revenus pour pouvoir bien mettre les choses en face comme il se doit. Et les intermédiaires financiers ont d'ailleurs l'habitude, ou les conseillers patrimoniaux ont tout à fait l'habitude de ce type de situation. Alors ça, c'était pour les dividendes. On va passer maintenant à la fiscalité applicable aux plus ou moins values de cession. Absolument. Alors, ça concerne toutes les valeurs mobilières. Par valeurs mobilières, on entend les actions, les obligations, tout ce qui se négocie sur les marchés, les produits de bourse, les fonds communs de placement, les SICAV, OPCVM, enfin vraiment... c'est la grande famille des valeurs mobilières. Exactement. Vraiment, exactement. Alors, quels sont les grands principes pour ce qui concerne les plus-values? Alors, comme les revenus, comme les dividendes, maintenant, les plus-values sont fiscalisées au barème de l'impôt sur le revenu. Comme je vous l'ai dit en préambule, il existe un certain nombre de cas d'abattement si toutefois vous gardez vos titres suffisamment longtemps pour qu'ils s'appliquent. Alors on va effectivement le voir à l'écran, donc vous avez préparé un diagramme pour expliquer cette fiscalité des plus-values. Alors ça a l'air un petit peu compliqué, mais en fait le principe est très simple. Plus vous gardez longtemps vos titres, plus vous pouvez réduire la plus-value que vous réalisez si vous réalisez une plus-value. Alors, si vous vendez vos titres avant 2 ans, pas d'abattement. Imaginons que vous gagnez 1 000 euros, vous réintégrez 1 000 euros dans votre déclaration de revenus. Si vous gardez vos titres entre 2 et 5 ans, pardon, entre 2 et 8 ans... C'est 8 ans, effectivement, la fourchette, ouais, tout à fait. Vous avez un abattement de 50%. Donc, ce n'est plus 1 000 euros que vous allez réintégrer à vos revenus, mais 500. Et si vous gardez vos titres plus de 8 ans, vous avez un abattement de 65%. Alors je vois à l'écran justement que la durée de détention, ces fameux 2 ans, 8 ans ou plus de 8 ans, s'applique à partir de la date d'achat. Est-ce que c'est la responsabilité de l'investisseur particulier d'être capable de prouver éventuellement cette date d'achat ou... Tout à fait, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire que il n'y a plus de limite. Dans une précédente version, il y avait une limite qui était au 1er janvier 2006. Maintenant, c'est quelle que soit la date d'acquisition du titre. Donc, si vous avez acheté un titre en 1985, eh bien, pour pouvoir prouver que vous l'aviez bien en 1985, il faut avoir au mieux l'avis d'opérer. Ça, c'est l'idéal. Si vous ne l'avez plus, au moins un relevé, ou alors vous devez vous retourner vers votre intermédiaire financier. Et ce n'est pas certain qu'il puisse vous donner une attestation d'achat à cette époque. Donc de l'importance de bien conserver vos preuves transactionnelles pour ce qui concerne les valeurs mobilières, justement pour pouvoir être capable de répondre à ces problématiques liées aux abattements. Alors on vient de voir pour les plus-values la théorie.
On passe tout de suite à un exemple, et on est toujours avec Françoise, qui aurait enregistré cette fois en 2015, toujours 10 000 € de plus-value boursière. Alors, exactement comme pour les revenus, Françoise est soumise aux prélèvements sociaux. 15,5%, elle ne peut pas y échapper. Donc là, en l'occurrence, on lui retire 1 550 €, il lui reste 8 450 €. Et là intervient la question de la durée de détention, donc c'est la date d'achat, nous sommes en 2015, donc on va voir par exemple le cas où elle les aurait achetés en 2012. Voilà, si elle les a achetés en 2012, donc elle les a depuis plus de 2 ans, mais moins de 8 ans, donc elle a un abattement de 50%, donc elle va réintégrer à son revenu 5 000 €. Si sa tranche, comme on l'a vu tout à l'heure, de l'impôt sur le revenu est de 30%, elle va donc devoir payer 1 500 €. 1 500 € qui s'ajoutent aux 1 550 € de prélèvements sociaux. Donc sur les 10 000 € de plus-value qu'elle a réalisés, il ne lui en reste que 6 950 €. Et là, le taux global d'imposition sur cette plus-value de 10 000 €, on est à 30,5% pour ces opérations-là, cette plus-value-là. En réalité, un petit peu moins, parce que comme pour les dividendes, elle a la possibilité de déduire la CSG déductible de 5,1%, mais pour ne pas alourdir le calcul et la diapositive qui apparaît à l'écran, j'ai préféré garder cette information pour le commentaire. Alors toujours dans le même exemple, on est là sur une détention supérieure à 8 ans, donc on va être à droite de l'écran, si elle les a achetés, mettons, en 2008. Alors, là, même principe, toujours les 15,5 de prélèvements sociaux. Elle a un abattement de 65%, donc 65%, ça lui fait une plus-value déclarable de 3 500 €. Et donc, si elle a sa tranche à 30%, 3 500 € fois 30%, ça fait 1 050. Il lui reste donc, après les prélèvements sociaux et l'impôt, il lui reste 7 400 €. Donc un taux d'un peu moins de 30%, 26% exactement. La situation s'améliore sensiblement par rapport au premier exemple. Un mot maintenant avec les moins-values et leur impact fiscal. Alors, il y a une grande controverse entre les actionnaires, les investisseurs et l'État à ce sujet, parce que quand l'abattement sur les plus-values a été instauré en 2012, l'administration fiscale a considéré que ce qu'on appliquait aux plus-values s'appliquait également aux moins-values et a mis des abattements sur les moins-values, ce qui réduisait considérablement l'intérêt de la mesure. Donc, un certain nombre d'investisseurs s'en sont plaints et le Conseil d'État vient de trancher. Assez récemment, je crois. Oui. C'était il y a quelques semaines ou quelques mois. Quelques mois, le 12 novembre, il y a 2 mois à peu près, en disant que les abattements s'appliquent une fois que la différence entre les plus-values et les moins-values a été déterminée. C'est-à-dire elle s'applique sur les gains nets. Donc, en pratique, on fait la différence entre les plus-values réalisées sur les cessions, les moins-values réalisées sur les cessions. On regarde la différence et là on applique l'abattement. Mais j'ai un petit exemple qui... Alors, allons-y, passons tout de suite à cet exemple. Alors, là, en l'occurrence, il s'agit de Michel, on a changé de sexe. C'est plus Françoise, c'est Michel, et on est en 2016. On est en 2016, il a cédé 2 actions, l'action A et l'action B. L'action A, il l'avait depuis plus de 5 ans, et sur cette action-là, il a réalisé une plus-value de 5 000 €. L'action B est détenue depuis plus de 2 ans et sur cette action-là, il a réalisé des moins-values de 3 000 €. La première chose que l'on fait, on met les moins-values en face des plus-values, 5 000 moins 3 000, et on arrive donc à une plus-value déclarable de 2 000. Comme cette plus-value provient d'actions détenues depuis plus de 5 ans, en fait depuis plus de 2 ans, c'est ça qui est important, Michel bénéficie d'un abattement de 50%, et donc il va réintégrer à sa déclaration de revenus 1 000 € de plus-value. Très bien. Donc on voit effectivement ici concrètement comment réaliser
les premiers calculs, en tout cas pour les novices qui ont peu de lignes, éventuellement au moins comprendre les grands principes de cette question des plus-values et moins-values de cession sur les valeurs mobilières, qui est un élément central de l'investissement boursier aujourd'hui. Un autre élément qui est devenu vraiment central dans la vie économique française et dans le paysage des investissements des particuliers, c'est évidemment le PEA, qui lui bénéficie d'une fiscalité particulière. Alors, il faut dire que le plan d'épargne en action, instauré par notre actuel ministre des Finances, mais il y a 25 ans maintenant, Michel Sapin, quand il était ministre des Finances en 1992, est un outil formidable pour les actionnaires. Il n'y a pas d'autre mot, puisque d'abord, on le retrouve nulle part ailleurs, ni en Amérique du Nord, ni dans les autres pays européens où il y a une fiscalité un peu semblable sur les actions. Il est en totale franchise d'impôt. Donc, ce soit concrètement, la franchise d'impôt, comment comprendre ça pour ceux qui n'auraient pas forcément connaissance de cette expression? Eh bien, tout simplement, vous n'êtes pas imposé sur les revenus et sur les plus-values que vous réalisez dans le cadre du PEA, sauf, et ça, personne n'y échappe, sauf les prélèvements sociaux qui, eux, sont perçus. Mais au moment du retrait des fonds seulement, pas tant que les fonds restent logés dans le PEA. En plus de ça, le PEA est quand même bénéficie d'un plafond de versement relativement confortable. On le voit à l'écran, oui, il y a des montants effectivement significatifs. Oui, 150 000 euros. Et il faut savoir que le portefeuille moyen d'un épargnant français, le portefeuille action moyen, est inférieur à 70 000. D'accord. Donc on est vraiment bien au-delà du portefeuille moyen. Pour encourager l'investissement dans les entreprises de taille intermédiaire, dans les petites et moyennes entreprises, le gouvernement a lancé en 2014 le PEA-PME, qui permet d'investir 75 000 euros supplémentaires. Donc un PEA plus un PEA-PME, c'est quand même une enveloppe pour un contribuable de 225 000 euros, ce qui est loin d'être négligeable. Alors, concrètement, du point de vue fiscal, donc vous avez dit qu'on était en franchise d'impôt. On peut peut-être voir là, avec le diagramme, justement, concrètement, comment ça marche pour le PEA. Alors, cet avantage fiscal considérable, il est accompagné d'un certain nombre de contraintes, puisque vous avez compris qu'on vous incite à investir pour le long terme. Ça veut dire que vous ne pouvez pas sortir tout de suite. Enfin, vous pouvez, mais avec des pénalités. Vous avez trois, voire même 4 cas. Si vous ouvrez un PEA et que vous y versez de l'argent et qu'il se trouve que pour une raison ou pour une autre, avant 2 ans, vous avez besoin de cet argent et que vous avez quand même été un investisseur heureux et que vous avez donc non seulement touché des dividendes, mais en plus de ça, gagné de l'argent, réaliser des plus-values, vous êtes imposé à 22,5% sur ces revenus et plus-values, plus les 15,5% de prélèvements sociaux, qui là, de toute façon, vous ne pouvez pas y échapper. Quels que soient les cas, c'est systématique. Si vous retirez cet argent entre 2 et 5 ans, l'imposition sur les revenus et les plus-values baisse un petit peu, elle n'est plus que de 19,5%. Et si vous retirez entre 5 et 8 ans, il n'y a pas d'impôt, vous ne payez que des prélèvements sociaux. Mais dans ces 3 cas-là, vous êtes obligé de clôturer votre PEA. Ah d'accord, donc oui. S'il y a une sortie, on ne peut pas faire de sortie partielle. Non, s'il y a une sortie prématurée, le PEA est terminé, est clôturé. Vous ne pouvez retirer de l'argent de votre PEA sans le clôturer qu'au-delà de 8 ans. En fait, au-delà de 8 ans, vous êtes dans la même situation que dans le retrait entre 5 et 8 ans. Vous ne payez pas d'impôt sur les plus-values ou sur les revenus, mais vous n'êtes pas tenu de fermer votre PEA. Cependant, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le plafond des versements est limité à 150 000 euros. Tout à fait. Imaginons que vous ayez versé 100 000 euros sur votre PEA
Si vous commencez à retirer de l'argent au-delà de 8 ans, vous ne pourrez plus en rajouter. Vous ne pourrez pas aller au plafond. À partir du moment où vous avez commencé à retirer de l'argent. Si jamais vous êtes au plafond, vous pouvez vous dire, je peux commencer à tirer, de toute façon, je suis au plafond, donc je ne peux plus mettre d'argent. Le problème, ça s'est déjà produit dans le passé, si le gouvernement décide d'augmenter ce plafond, imaginons de 150 000 à 200 000 euros, eh bien vous ne pourrez pas réinvestir dans votre PEA à hauteur des 50 000 euros supplémentaires, puisque vous avez déjà tiré de l'argent. Donc, vraiment, le PEA est conçu comme une épargne de long terme pour inciter les épargnants, les particuliers, à investir sur les marchés financiers, mais à rester investis et non pas à s'en servir comme un complément de ressources. Maintenant, il a été prévu les cas de sortie, et en cas de sortie du PEA, vous pouvez sortir ou clôturer le compte ou sortir progressivement en retirant de l'argent, en capital, ou alors, dans des cas un peu particuliers, dans les cas de contrat d'assurance vie par exemple, un PEA d'assurance, vous pouvez sortir en rente viagère et percevoir un petit capital chaque mois, c'est organisé par votre intermédiaire financier. Donc il y a encore d'autres subtilités. Voilà, il y a beaucoup de subtilités. Beaucoup de méandres dans le fonctionnement du système fiscal. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de date limite. Il y a une date limite minimum pour ne pas être pénalisé en cas de sortie, mais ensuite, il n'y a pas de date limite maximum. Le PEA, la vie du PEA dure aussi longtemps que la vôtre. On termine cette présentation avec un point sur donc, le dernier né de l'univers de l'investissement des particuliers, à savoir le PEA-PME, donc consacré aux petites et moyennes entreprises. Voilà, alors ça va être très rapide. Le PEA-PME a exactement les mêmes règles fiscales que le PEA, sauf que le plafond est est 2 fois plus bas, 75 000 euros au lieu de 150 000. Mais je vous rappelle que pour un couple, c'est 2 fois 150 000 plus 2 fois 75 000. Donc on arrive à plus de 400 000 euros, ce qui est considérable. 450 000 euros précisément. Donc les deux sont cumulables. Simplement, il est dédié aux PME et aux entreprises de taille intermédiaire. Donc vous ne pouvez y mettre que des entreprises qui sont dans le cadre d'un périmètre précis, mais je crois que cette question est abordée ailleurs, donc je ne vais pas m'étendre. Mais en gros, ce sont des entreprises qui font moins d'1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, qui ont un total bilan de moins de 2 milliards. Enfin bon, il y a des subtilités comme ça. Ça s'applique, comme le PEA, à toutes les valeurs ressortissantes de l'Union européenne et de l'espace économique européen, donc ça comprend aussi la Norvège, le Liechtenstein, pas la Suisse pour l'instant, mais ça ne va pas durer. Donc vraiment, le périmètre d'investissement est très large. Simplement, comme pour le PEA, vous ne pouvez pas investir sur des valeurs américaines, par exemple, ou des valeurs asiatiques. On est vraiment là dans un domaine qui est réservé aux valeurs de pratiquement l'ensemble des pays du continent. Vous le mentionniez à l'instant, il y a eu donc la semaine passée, dans le cadre du programme Objectif Bourse, effectivement, un webinaire, une séance de formation consacrée aux différents supports de l'investissement pour les Français, dont ce PEA et ce PEA-PME. Donc si vous ne l'avez pas suivi, eh bien, vous pouvez le retrouver sur le site objectifbourse.fr. Merci beaucoup Aldo Sicurani, délégué général de la FDIC, donc, de nous avoir apporté votre expertise sur ce sujet complexe, mais néanmoins déterminant de la fiscalité des investissements boursiers. Je vous rappelle que cette séance de formation fait donc partie du programme Objectif Bourse. Si vous avez des questions suite à cette présentation, si vous souhaitez nous faire part de vos commentaires ou retrouver l'ensemble des 12 webinaires du programme de formation Objectif Bourse, je vous donne rendez-vous sur le site www.objectifbourse.fr. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis. Merci beaucoup à nouveau, Aldo, d'avoir été présent aujourd'hui. Et à très bientôt pour une nouvelle séance du programme Objectif Bourse. Merci, au revoir.